Le jour de mon mariage, je me suis réveillée chauve et ma belle-mère avait laissé une lettre disant « Maintenant, ton apparence est parfaite. » Pauvre misérable. Je n'ai fait que sourire, car cette sorcière n'aurait jamais imaginé que ma vengeance ferait s'effondrer tout son empire bâti sur des mensonges. Le jour de son mariage, Chloé ouvrit les yeux et découvrit que sa tête était entièrement chauve. La seule lettre qu'elle trouva sur sa table de chevet disait « Maintenant, ton apparence est parfaite. » Pauvre misérable. Elle avait 26 ans. Avec un sourire, elle pouvait gagner la confiance de n'importe qui. Sa voix était douce, comme une chanson qu'on entend par hasard et qu'on ne peut plus chasser de son esprit. Mais sa vie était loin d'être douce. Elle était née dans un hameau oublié en Creuse, où les maisons craquaient plus fort que la solidité de leurs murs et où les voisins en savaient plus sur la précarité que sur les vacances. Sa mère, Valérie, luttait depuis 5 ans contre une maladie grave. Chloé était la seule à s'occuper d'elle. Elle travaillait comme serveuse dans un café où les doubles services étaient plus fréquents que les clients aimables. Malgré tout, Chloé ne connaissait pas l'envie. Elle marchait la tête haute. Même si les semelles de ses chaussures étaient trouées, son plus grand luxe était un carnet à couverture rigide dans lequel elle écrivait ses rêves. Sur la première page, elle avait écrit « Se marier par amour véritable, non pour échapper à la pauvreté, mais pour échapper à la peur ». Elle rencontra Lucas à la Bibliothèque nationale de France, où elle passait ses après-midi à lire en attendant la fin de la chimiothérapie de sa mère à l'hôpital de l'Assistance publique. Lucas, avec ses vêtements de marque et son parfum coûteux, s'assit près d'elle par hasard. Il remarqua qu'une femme aussi belle lisait des livres sur la criminologie, comme si elle étudiait comment survivre dans un monde conçu pour l'écraser. « Ce livre est un peu trop sombre, non ? » demanda-t-il. « La réalité est plus sombre que les livres, » répondit-elle sans lever les yeux. Ce fut suffisant. Lucas fut impressionné par sa façon de parler, intrigué par son calme, par sa manière de ne montrer aucune admiration. Dans son monde, les femmes feignaient la faiblesse pour attirer l'attention. Chloé était comme un roc sculpté par les épreuves. Au début, Chloé doutait. Lucas était gentil. Oui. Mais trop parfait pour être vrai. Il l'invita à sortir pendant plusieurs semaines avant qu'elle n'accepte. Il n'avait pas de voiture de luxe et ne se présenta pas comme l'héritier d'une chaîne d'hôtels. Il dit simplement qu'il travaillait dans l'entreprise de sa mère. Lorsque Chloé visita pour la première fois son appartement haussmannien de standing au Trocadéro, elle remarqua tout. Les bouteilles de vin grand cru, les peintures signées, le réfrigérateur rempli de produits importés. « Pas comme chez moi », dit-elle d'une voix faible. « Cela n'a pas d'importance », répondit Lucas en lui prenant la main. « Je n'ai pas non plus choisi où je suis né, mais je peux choisir avec qui je veux être. » Et c'est là que commença une histoire qui semblait tirée d'un film romantique. Peu à peu, Lucas gagna la confiance de Valérie. Il lui rendait visite, lui apportait ses médicaments et fit même installer un chauffage d'appoint performant pour qu'elle n'ait pas froid lors des pannes d'électricité en hiver. Les voisins commencèrent à le regarder différemment, non plus avec pitié, mais avec admiration. La jeune fille du hameau allait épouser un homme qui semblait sorti d'un magazine de mode. Lorsque Lucas fit sa demande, ce fut lors d'un dîner simple avec des bougies recyclées et du riz au thon en conserve. Chloé ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête avec un mélange d'amour et d'hésitation. Elle était reconnaissante pour ce moment, mais une part d'elle-même lui disait que les bonnes choses dans sa vie venaient toujours avec des conditions cachées. Chloé n'avait pas encore officiellement rencontré la famille de Lucas. Il disait que sa mère voyageait souvent, qu'elle était concentrée sur les affaires et qu'elle n'était pas douée pour les relations émotionnelles. Chloé ne s'en inquiéta pas jusqu'à ce qu'elle la rencontre. Madame Monique de Saint-Maurice avait des yeux froids, un sourire calculé et des mots mielleux plus tranchants qu'un rasoir. Elle se présenta avec 2 bises sur les joues et un commentaire venimeux déguisé en compliment. « Alors, c'est toi Chloé. Tu es si maigre. Peut-être que si tu prenais un peu de chair, tu ressemblerais aux femmes que Lucas fréquentait autrefois. » À cet instant, Chloé comprit quelque chose. Cette femme n'était pas venue pour la connaître. Elle était venue pour l'étudier, la classer et trouver le défaut qui justifierait son mépris. « Enchantée de vous rencontrer, madame, » répondit Chloé. « Lucas m'a peu parlé de vous, mais je pense que c'est suffisant. » Madame Monique ne réagit pas. Elle sourit seulement avec les lèvres, pas avec les yeux. À partir de ce jour, les visites devinrent tendues. Chaque fois que Chloé franchissait le portail du château de la Loire au sol en marbre, elle se sentait comme une intruse. Madame Monique était le genre de femme qui disposait les verres à cristal sur la table selon l'étiquette la plus stricte, mais qui ne connaissait même pas le nom du jardinier qui travaillait là depuis 10 ans. Même si Chloé décida de ne pas s'éloigner, elle pensait que l'amour de Lucas était plus fort que le rejet d'une mère manipulatrice. Lucas promit de la protéger,
que rien ni personne ne les empêcherait d'être ensemble, que peu importait ce que diraient les médias, les apparences ou l'argent. La robe de mariée n'était pas neuve. Elle avait été prêtée par une voisine. Chloé l'avait emmenée pour la faire ajuster et avait cousu à la main quelques fleurs en tissu pour couvrir une tache difficile à enlever. Valérie pleura en la voyant habillée, avec son voile et du rouge à lèvres. Ce fut un moment privé et magnifique. La mère et la fille s'étreignirent, vainquant la tristesse par l'espoir. « N'oublie pas qui tu es, ma fille, » dit Valérie en caressant son visage. « Tu es la lumière. Ne laisse personne l'éteindre. » La veille du mariage, Lucas insista pour qu'elle dorme dans la suite du palace où se tiendrait la cérémonie. Il dit qu'il voulait que Chloé se sente comme une reine. Madame Monique simula même un sourire en lui remettant les clés. Tout semblait parfait. Trop parfait. Chloé prit un bain dans la salle de bain en marbre. Elle mangea léger. Elle écrivit dans son carnet et se coucha tôt. Elle rêva que sa mère marchait sans sa canne et que le rameau avait des fleurs aux fenêtres. Elle rêva de petites filles courant sur une place sans peur. Elle s'endormit avec un sourire, tenant fermement sa bague de fiançailles. À 7h06 du matin, elle ouvrit les yeux. La première chose qu'elle remarqua fut quelque chose collé sur l'oreiller. Lorsqu'elle toucha sa tête, elle sentit le froid. Un froid directement sur la peau. Elle courut vers la salle de bain, alluma la lumière et se regarda dans le miroir. Tous ses cheveux avaient disparu. Il ne restait pas une seule mèche, son cuir chevelu était totalement exposé. Il y avait de petites marques comme si une machine était passée pendant qu'elle dormait. Elle recula. Elle trébucha sur le tapis et tomba assise. Sa respiration s'accéléra. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle voulait crier, mais quelque chose la retint. Sur la table de chevet, il y avait un papier plié. Elle l'ouvrit les mains tremblantes. Le papier avait un parfum coûteux. Une écriture ferme et élégante, et le message était court. « Maintenant, ton apparence est parfaite. Pauvre misérable. » Pas besoin de signature. Chloé sut immédiatement qu'il avait écrit. La colère monta dans sa poitrine comme une vague noire. Son reflet la renvoyait à une réalité qu'elle ne pouvait comprendre. Son mariage était dans 4 heures. Dehors, la ville s'éveillait, inconsciente de l'horreur qui s'était produite dans cette suite silencieuse. Elle rampa vers le lit, tenant toujours le papier. Elle le relut 2 fois, 3 fois. Les mots perçaient sa poitrine comme des aiguilles. Elle ne pouvait croire que quelqu'un soit capable de faire une telle chose, non par colère, mais par pouvoir, par contrôle, par plaisir. Dans son esprit, les images défilaient en boucle. Le faux sourire de Madame Monique, la façon dont elle avait touché ses cheveux lors du dernier essayage de la robe, le moment où elle lui avait offert une coupe de champagne avant de dormir. L'avait-elle droguée? Avait-elle payé quelqu'un pour lui faire ça pendant son sommeil? Tout cela n'avait aucun sens et, en même temps, tout concordait. Elle entendait les battements de son cœur comme un tambour. Valérie l'attendait. Lucas l'attendait. Les médias étaient prêts. Les caméras étaient installées. Que allait-elle faire? Sortir ainsi? Annuler le mariage? S'enfuir? Elle couvrit sa tête avec la couverture. Le silence l'enveloppa. Et il se produisit quelque chose d'inattendu. Chloé commença à rire. D'abord, ce fut un rire contenu et brisé. Puis, cela devint un grand éclat de rire. Pas de joie, c'était un rire venu d'un endroit sombre où la tristesse et la colère s'embrassent. Le rire de quelqu'un qui a touché le fond et découvert que, de là, la seule voie est la remontée. Elle retira la couverture, retourna dans la salle de bain et se fixa dans le miroir. Elle ne pleura pas. Elle s'approcha, étudiant chaque ligne de son visage. Elle retira ses boucles d'oreilles. Elle se lava le visage. Elle ferma les yeux et respira profondément. « Merci, Monique, » murmura-t-elle. « Tu viens de me donner une raison de ne pas avoir pitié de toi. » Et elle sourit. Un sourire sans trace de peur. Un sourire dangereux. Le sourire de quelqu'un qui vient de mourir pour renaître plus fort. Et c'est ainsi que se termina la matinée où Chloé devait se marier. Pas avec une cérémonie, pas avec de la musique, mais avec une trahison. L'histoire ne faisait que commencer et l'amour ne suffisait pas pour sauver qui que ce soit. L'heure de la cérémonie arriva et les fleurs commencèrent à se faner sans avoir rempli leur fonction. Les chaises blanches, parfaitement alignées devant l'autel, restèrent vides du côté de la mariée. Le soleil, qui brillait d'abord avec la promesse d'une journée inoubliable, fut peu à peu couvert par de lourds nuages. L'horloge sonna midi et les murmures des invités devinrent de plus en plus inconfortables. Certains regardaient leur téléphone. D'autres évitaient le regard de Lucas,
qui suait froid à l'hôtel, essayant de garder son calme tout en se demandant pourquoi Chloé ne répondait pas à ses messages. Madame Monique tournait autour, vêtue d'un tailleur de créateur blanc, comme si elle était la vedette du jour. Elle feignait d'être nerveuse, demandant aux organisateurs s'il y avait un retard. Elle souriait aux caméras qui enregistraient l'événement pour une chaîne sociale. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre trace d'inquiétude réelle. « Et si elle a regretté ?» chuchota une femme. « Qui sait ? Peut-être qu'elle n'est pas vraiment celle qu'on croit, » répondit une autre sans quitter l'hôtel des yeux. Lucas, le visage marqué par la déception, marcha vers la suite où Chloé avait passé la nuit. Il ne frappa pas à la porte. Il la poussa violemment. La chambre était dans un ordre étrange. Le lit était fait, les oreillers intacts, le maquillage sur une chaise n'avait pas été utilisé, la robe de mariée était soigneusement pliée, mais aucune trace de Chloé. Ni son téléphone, ni son sac. Son parfum. Rien. Il entra dans la salle de bain. Tout était sec. Les serviettes étaient en place. Aucune trace. Il écarta les rideaux, chercha dans les tiroirs, regarda sous le lit. Rien. Comme si elle n'avait jamais été là. Comme si elle était un fantôme qui n'avait existé que pendant les répétitions. Il sortit en marchant d'un pas chancelant, tenant la robe de mariée dans ses mains. Il la pressait contre sa poitrine, cherchant son odeur, sa trace, un signe que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais rien. Où est-elle ? Demanda-t-il d'une voix brisée. Madame Monique s'approcha doucement, feignant l'anxiété. Que s'est-il passé ? Elle n'est pas dans la chambre. Peut-être est-elle allée voir sa mère. Lucas la fixa. Il y avait quelque chose qui clochait dans sa voix. Elle n'était pas surprise. Elle n'avait pas peur. Juste une légère pointe d'agacement. As-tu appelé quelqu'un ? Sais-tu quelque chose que je ne sais pas ? Bien sûr que non, répondit-elle en écartant les bras. Cette situation m'affecte autant que toi, mon fils. Chloé était spéciale. Le mot était le figea. 20 minutes ne s'étaient même pas écoulées depuis qu'ils avaient découvert l'absence de Chloé et elle parlait déjà au passé. Pendant ce temps, dans le hameau de la Creuse où Chloé avait grandi, Valérie attendait des nouvelles depuis le vieux canapé du salon, entourée de voisins rassemblés dans l'espoir de voir les images du mariage à la télévision. Mais la diffusion fut coupée. Seul un bref communiqué annonça des problèmes techniques. Sans que personne ne dise rien, Valérie regarda l'écran vide avec la même expression que celle d'une personne qui soupçonne que quelque chose ne va pas. Le téléphone fixe de la maison sonna. Tout le monde retint son souffle. « Allô ?» dit Valérie d'une voix tremblante. « Valérie ? C'est Lucas. » Un silence régna à l'autre bout du fil. « Où est ma fille ? » « Je ne sais pas, madame. J'essaie de la trouver. Elle n'est pas venue à la cérémonie. Sa chambre est vide. La robe est là mais elle n'y est pas. » La femme ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle serra simplement plus fort le téléphone. Sur son visage, l'inquiétude était plus grande que la surprise, comme si une part d'elle avait déjà senti que ce jour n'apporterait pas le bonheur. « Ma fille n'est pas du genre à s'enfuir. Si elle ne s'est pas présentée, c'est parce que quelqu'un l'a empêchée d'arriver, dit-elle fermement. Au coucher du soleil, les nouvelles commencèrent à se répandre. Mariée disparue avant le mariage. Le mystère de la cérémonie interrompu. La fiancée de l'homme d'affaires Lucas Saint-Maurice introuvable. Le scandale prit de l'ampleur. Le mariage devint une affaire médiatique. Les émissions de l'après-midi discutaient de théories. Un abandon, une disparition forcée, une stratégie pour attirer l'attention. Madame Monique offrit une conférence de presse improvisée devant le château familial. Elle fit face aux caméras avec des lunettes noires et un foulard en soie couvrant son cou. Chloé était comme ma propre fille, dit-elle d'une voix contrôlée. J'ai toujours su qu'elle était spéciale, différente. Lucas l'aimait énormément. Nous sommes terriblement tristes. Nous voulons juste qu'elle revienne. Il ne fallut pas longtemps pour que les journalistes remarquent qu'il n'y avait aucune larme sur son visage, pas une seule. Sa voix ne tremblait pas. Sa posture était parfaite. Elle ressemblait à une actrice lisant un scénario. Les rumeurs commencèrent à se multiplier. Certains disaient que Chloé s'était enfuie avec un autre homme. D'autres disaient, elle s'est enfuie en découvrant que Lucas faisait partie d'une famille dangereuse. Seuls quelques-uns chuchotaient qu'elle avait été réduite au silence. Mais la vérité restait cachée et Chloé ne donnait aucun signe de vie. Les jours passèrent, puis les semaines. Personne ne l'avait vue. Aucun mouvement sur ses comptes bancaires. Son téléphone restait éteint. La police ouvrit une enquête mais sans preuve, sans caméra, sans témoin,
tout fut archivé sous la catégorie « disparition volontaire ». Lucas commença à dépérir. Il perdit du poids. Il cessa d'aller à l'entreprise. Il s'enferma dans son appartement. Son téléphone sonnait toujours, mais il répondait rarement. Il ne répondait ni aux emails ni aux messages. Il commença à boire seul. Il passait ses nuits à regarder la robe qu'elle n'avait jamais portée, comme si cela pouvait la faire revenir. Ses amis essayèrent de l'aider. « Tu dois te changer les idées », disait-il. « Peut-être qu'elle n'était pas faite pour toi. La vie continue. » Mais il ne voulait pas continuer car, au fond de lui, il savait que quelque chose clochait. Il connaissait Chloé. Il savait qu'elle ne s'enfuirait pas ainsi. Pas sans dire au revoir. Elle n'abandonnerait pas sa mère malade. Pas sans explication. Une nuit, ivre et désespéré, il conduisit jusqu'au hameau où elle avait grandi. Il frappa à la porte de leur maison à 3 heures du matin. Valerie ouvrit. Elle portait une robe de chambre et avait le visage pâle. Elle ne fut pas surprise de le voir. « Vous êtes venu dire que vous l'avez cherchée et que vous ne l'avez pas trouvée. »« Je suis venu dire que je n'ai pas cessé de la chercher et que je ne crois pas qu'elle soit partie de son plein gré. »« Je ne le crois pas non plus. Pensez-vous que ma fille me laisserait comme ça ? » ?»« Je ne sais pas, Valérie, mais je sais que si elle n'est pas revenue, c'est parce que quelqu'un ne veut pas qu'elle revienne. » Lucas baissa la tête. Il sentait que son monde se fissurait. Les mots de Valérie étaient des couteaux ouvrant des blessures qu'il ne pouvait refermer. « Ma fille vous aime. Je l'ai vue. Mais je sais aussi que vous ne connaissez pas votre mère comme vous le devriez. Chloé me l'a dit. Elle a dit qu'il y avait quelque chose de sombre dans cette maison, des choses qu'elle ne comprenait pas. Quelle chose ? Elle ne l'a pas dit. Juste qu'elle ne lui faisait pas confiance. » Lucas ne répondit pas. Il partit sans dire au revoir. Les jours passèrent. L'affaire Chloé fut éclipsée par de nouvelles actualités. Un homme d'affaires accusé de corruption. Un scandale politique. Le monde continuait de tourner. Madame Monique, elle, profita du silence. Elle reprit ses activités publiques. Elle donnait des interviews où elle parlait de résilience, de force émotionnelle. Elle s'offrait comme porte-parole pour les femmes ayant perdu des êtres chers. Elle donnait de l'argent à des fondations. Son image, soigneusement construite, ne montrait aucune fissure. Mais dans sa chambre, elle gardait une petite boîte en bois. À l'intérieur, une mèche de cheveux et une vieille photo. Sur cette photo, une femme souriante tenait un bébé enveloppé dans une couverture tricotée. La femme n'était pas Madame Monique, et le bébé avait les mêmes yeux que Lucas. 6 mois passèrent. Le nom de Chloé restait un murmure dans la mémoire de certains. Sa mère continuait de coller des affiches sur les poteaux électriques. Elle continuait de demander aux voisins s'ils avaient entendu quelque chose. Mais le silence était total. Lucas retourna à l'entreprise par obligation. Il ne parlait à personne. Il travaillait, c'est tout. Certains jours, il regardait par la fenêtre comme s'il attendait de la voir marcher dans la rue, les cheveux au vent, avec cette façon qu'elle avait de regarder sans peur. Un matin, il reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait un message manuscrit. La vérité finit toujours par sortir, même si elle doit ramper hors de la boue. Il ne savait pas si c'était une menace ou un avertissement. Il cacha la lettre dans son bureau. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose s'alluma en lui. Pendant ce temps, dans une ville lointaine, une femme au crâne rasé nettoyait les tables dans un petit bistrot de nuit. Elle portait un vieil uniforme, des chaussures abîmées et un regard qui ne pleurait plus. Dans la poche de son tablier, un carnet à couverture rigide et sur la dernière page, une phrase écrite à l'encre indélébile. La vengeance ne crie pas toujours. Parfois, elle s'assoit, observe et attend. La mariée fantôme n'avait pas disparu. Elle se préparait simplement pour son retour. Et personne, pas même la femme qui l'avait transformée en ombre, ne savait ce qui allait arriver. Car les fleurs fanées de ce mariage interrompu avaient encore des racines. Et Chloé n'était pas morte. Elle était devenue plus forte, plus dangereuse, plus éveillée. L'histoire n'était pas encore terminée. Elle ne faisait même que commencer. L'air sentait la vieille huile et le café réchauffé. Les murs étaient tachés d'humidité et le ventilateur au plafond semblait tourner par inertie plutôt que par électricité. Elle nettoyait la dernière table de la soirée dans ce bistrot de village en périphérie d'une ville où personne ne posait de questions. Elle portait un tablier sale, un t-shirt trop large pour elle et un jean recousu 3 fois. Elle n'avait pas de cheveux. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas une seule mèche sur la tête et cela ne la dérangeait pas. Au contraire, chaque matin, quand elle se regardait dans le miroir, cela lui rappelait qu'elle n'était plus la même. Elle s'appelait Lucie dans cet endroit.
Tous croyaient qu'elle venait du Nord, qu'elle fuyait une relation violente, qu'elle cherchait une nouvelle vie. Personne n'en demandait plus, et c'est ce qui la gardait en sécurité. Elle avait une minuscule chambre de bonne à l'arrière du bistrot, un lit étroit, une lumière sombre, un bureau où elle étudiait chaque nuit, et un vieux carnet dans lequel elle continuait d'écrire comme si chaque mot faisait partie de son plan. Elle passait ses journées entre la vaisselle sale et des livres de psychologie criminelle. Elle étudiait en ligne grâce à une fausse bourse pour laquelle elle avait postulé elle-même sous une autre identité. Durant son temps libre, elle fréquentait une fondation pour femmes victimes de violences. Elle aidait en cuisine, distribuait des vêtements donnés et s'asseyait parfois pour écouter les témoignages. Elle parlait peu. Elle observait seulement. Chaque histoire était comme un miroir. Chaque cicatrice partagée était une carte qui la ramenait vers elle-même. La première fois qu'elle avait écrit à nouveau dans son carnet après le mariage, c'était à la gare routière. Ses doigts tremblaient en décidant où aller. Elle n'avait ni argent, ni vêtements, ni papier. Juste une impulsion irrésistible. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas mettre sa mère en danger. Et ce qu'elle avait ressenti ce matin-là devant le miroir, cette colère froide et calculée, l'absence de larmes, ce n'était pas de la douleur. C'était autre chose. C'était une promesse. 6 mois s'étaient écoulés depuis. Elle s'était forgé un nom, une routine, un refuge. La nuit, elle pratiquait l'autodéfense avec un instructeur à la retraite qui ne posait pas de questions. Le gymnase était une grange aménagée. Le sol avait des fissures et les lumières clignotaient. Mais là, Chloé a appris à utiliser son corps comme un outil de contrôle. Frapper, se défendre, respirer sans peur. Chaque chute était une leçon. Chaque coup mal reçu était un enseignement. Elle s'endurcissait de l'intérieur sans perdre son essence, car elle ne cherchait pas à être cruelle. Elle voulait juste être intouchable. Un matin, en buvant du café soluble devant son vieil ordinateur portable, elle reçut un lien vidéo d'un compte anonyme. Le titre était « Prix de la femme de l'année, Madame Monique de Saint-Maurice ». Elle l'ouvrit sans précipitation. L'écran montrait sa belle-mère dans un auditorium élégant, recevant un prix devant une foule qui applaudissait. Vêtue de blanc, ongles parfaits, cheveux soignés. Madame Monique souriait comme si elle n'avait aucune tache sur l'âme. Un journaliste lui demanda ce qui l'inspirait en tant que femme leader. Elle répondit d'une voix douce, « Mon inspiration, ce sont les femmes fortes. Comme celle qui a failli devenir ma belle-fille, elle m'a appris que même dans la disparition, une femme peut se relever avec dignité. » Chloé éclata d'un rire creux, serrant les poings. L'hypocrisie de cette phrase était excessive. Celle qui a failli devenir ma belle-fille, comme si c'était un souvenir lointain, une petite anecdote, comme si l'humiliation, la trahison et la disparition n'étaient qu'un simple détail dans son ascension vers l'estrade. Parfait pour les caméras. Parfait pour les affaires et totalement faux. Tu ne te contentes pas de détruire, murmura Chloé devant l'écran. Il faut encore que le monde t'applaudisse pour ça. Elle ferma l'ordinateur. Cette nuit-là, son entraînement fut plus intense. Elle frappa le sac de frappe jusqu'à s'écorcher les jointures. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne cria pas. Elle respira juste profondément. L'instructeur s'approcha, inquiet. Tu dois prendre soin de ton corps. La colère incontrôlée peut te blesser. Je sais, répondit-elle sans le regarder. Mais la douleur physique est la seule chose qui me rappelle que je suis encore là. Après s'être douchée, elle s'assit devant le miroir de sa chambre. Elle observa son visage, ses sourcils sans forme, sa peau marquée par le soleil, les cernes de ses nuits sans sommeil. Elle n'était plus la même et elle ne voulait plus l'être. Elle prit son rasoir dans le tiroir. Elle fit glisser la lame sur son cuir chevelu d'un geste ferme. Non par nécessité, mais par décision, par pouvoir, par contrôle. Alors que les dernières mèches tombaient au sol, elle sourit. Car cette fois, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Et la différence était immense. Ensuite, elle enfila des vêtements confortables et descendit au bistrot, où la responsable de la fondation l'attendait avec un sac de dons. « Lucie, c'est arrivé pour toi. Je ne sais pas d'où ça vient. Pas d'expéditeur, mais il y a une lettre. » Elle la lut calmement. Le papier disait « Ce qui commence par un mensonge finit par une explosion. » Ce n'était pas la première fois qu'elle recevait des messages anonymes depuis qu'elle avait commencé à chercher des informations sur Madame Monique dans des forums secrets. Elle savait que quelqu'un d'autre la surveillait. Elle ne savait pas si c'était un ennemi ou un allié, mais quelqu'un d'autre connaissait son histoire et c'était dangereux. Elle cacha la lettre dans son carnet. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle se connecta à un réseau privé et commença à suivre les mouvements de l'entreprise de Madame Monique.
Elle découvrit que l'une des fondations dirigées par la femme était liée à des adoptions internationales. Les documents n'étaient pas publics, mais il y avait des motifs, des noms qui se répétaient, des paiements suspects. Elle nota tout, les noms, les dates, les lieux. Puis elle ferma l'ordinateur et sortit dans la ruelle arrière. Elle regarda le ciel. Les étoiles étaient faibles, à peine visibles, mais elles étaient là. Elle pensa à sa mère. Toutes les 2 semaines, elle envoyait une lettre sans expéditeur via une boîte aux lettres éloignées. Elle lui racontait sa vie sous un autre nom. Elle disait qu'elle allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tout allait bientôt prendre un sens. Elle ne donnait pas de détails. Valérie répondait seulement par des prières, des dessins ou des phrases qui ne disaient pas grand-chose mais suffisaient à remplir le cœur de Chloé de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. L'une de ces lettres disait « Je laisse toujours la lumière allumée chaque nuit, au cas où tu déciderais de rentrer. » Chloé l'a lu au moins 20 fois, mais ce n'était pas encore le moment de rentrer. Pas les mains vides. Pas avec une blessure ouverte. Pas tant que la sorcière régnait encore. Cette même semaine, dans un café du centre, elle entendit une conversation entre 2 hommes. Ils parlaient de Lucas. Il disait qu'il était retourné au travail, qu'il n'était plus le même, qu'il marchait comme quelqu'un portant un fardeau invisible, qu'il s'était enfermé sur lui-même depuis la disparition de sa fiancée. Elle ne réagit pas. Son expression ne changea pas, mais quelque chose la piqua dans la poitrine. Non par amour ou nostalgie, mais par doute. Lucas était-il aussi innocent qu'elle l'avait toujours pensé? Ne savait-il vraiment rien, ou jouait-il le rôle du complice sans se salir les mains? Elle ne pouvait en être sûre, pas encore. Mais elle sentait de plus en plus que son retour ne consisterait pas seulement à affronter son ennemi, mais aussi à affronter son passé, ce qu'elle avait cru, ce qu'elle avait ressenti et qui elle était avant. Pour l'instant, la seule chose claire était que Madame Monique avait un pouvoir qu'elle utilisait pour faire taire, et que le masque de bienfaisance qu'elle montrait au monde était sur le point de se briser. Chloé ferma son carnet. Elle s'allongea sans éteindre la lumière. Elle fixa le plafond pendant des heures, étudiant son plan encore et encore. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Elle ne pouvait faire confiance à personne, même pas à ses propres souvenirs. Car parfois, le plus dangereux n'est pas ce qu'on vous a fait, mais ce qu'on vous a fait croire, et elle ne croyait plus personne. Le lendemain, elle commença son mouvement, petit, presque invisible mais précis. Car la résurrection ne se fait pas dans le bruit. Elle se produit dans le silence et quand elle arrive, personne n'est prêt pour ce qui vient. Le train express régional, TR, arriva en ville à l'aube. Le ciel était gris et la gare sentait l'humidité et l'abandon. Personne ne la reconnut. Personne ne la regarda 2 fois. Chloé descendit du wagon avec un sac à dos sur l'épaule. Crâne toujours rasé, visage maigre, yeux profonds mais déterminés. Elle avait une nouvelle identité, de faux papiers et une histoire crédible qu'elle avait répétée jusqu'à en maîtriser chaque détail. Elle était maintenant Clara Montmorency. 30 ans. Études inachevées. Casier judiciaire vierge. Expérience professionnelle, service de nettoyage. Domicile, une pension bon marché en bordure du centre. Elle n'était pas revenue pour chercher du réconfort ou retrouver ce qu'elle avait perdu. Elle était revenue pour pénétrer la machine, la structure invisible qui soutenait Madame Monique. Elle voulait entrer dans son monde, marcher dans ses couloirs, respirer le même air et voir de l'intérieur tout ce qui était caché derrière ses discours de femme modèle. Elle obtint un emploi au sein de l'équipe de nettoyage dans l'un des bureaux principaux du groupe Saint-Maurice à la Défense. Chloé savait comment se comporter, silencieuse, ponctuelle, efficace. Personne ne lui posait de questions. Elle passait inaperçue parmi les autres travailleurs. Elle écoutait, observait, apprenait. Pendant des semaines, elle nettoya les bureaux sans éveiller les soupçons. Elle vérifiait les poubelles. Elle scannait les documents avant de les jeter. Elle savait lire entre les lignes. Un soir, en ramassant des dossiers oubliés, elle trouva une chemise scellée avec le logo d'une fondation appelée Avenir Clair. Le titre du document était « Accord de transfert, rapport confidentiel ». Rien ne semblait étrange jusqu'à ce qu'elle lise attentivement les noms des mineurs et les destinations. Pays étrangers, paiements effectués en espèces, cachets officiels qui ne correspondaient pas. Son sang se glaça. Elle savait ce que c'était que de grandir dans la pauvreté. Elle savait ce qu'une mère pouvait sacrifier pour nourrir ses enfants. Mais c'était autre chose. C'était un trafic de mineurs cachés, signés, scellés et enregistrés comme une transaction ordinaire. La plupart des enfants venaient de quartiers pauvres. Personne ne les cherchait. Personne ne les réclamait. Personne n'avait le pouvoir d'affronter le monstre. Chloé copia tout ce qu'elle put et cacha les copies dans son sac à dos. Cette nuit-là, elle ne dormit pas.
Elle resta dans sa chambre, lisant chaque ligne, chaque nom, chaque signature. Ce n'était pas seulement des papiers. C'étaient des histoires déchirées. Des vies détruites avec de l'encre et un tampon. La femme qui prétendait donner de l'argent aux orphelinats était celle-là même qui transformait les enfants en produits, et tout le monde l'applaudissait pour son œuvre sociale. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait le bureau principal, elle croisa une vieille femme aux cheveux blancs et aux yeux sans vie. Elle rangeait des boîtes dans les archives. Elle semblait nerveuse. Chloé remarqua comment elle cacha rapidement un papier. « Je peux vous aider avec ça ?» demanda Chloé d'un ton décontracté. « Ce n'est pas nécessaire. »« Merci », répondit la femme sans la regarder. « Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous remercier pour la façon dont vous m'avez parlé le premier jour. Tout le monde n'est pas gentil ici. » La femme la regarda en coin, hésitante. « Comment t'appelles-tu, Clara ?»« Je suis Marie. Je travaille ici depuis 20 ans. Avant, j'étais à la maison. Puis on m'a transférée au bureau. »« À la maison. Celle de Madame Monique. »« Oui. J'ai été femme de ménage avant que mon fils ne tombe malade. Ensuite, j'ai demandé à changer de poste. Je ne supportais plus de rester là-bas. S'est-il passé quelque chose ?» Marie baissa la tête. Ici, personne ne pose de questions, même quand il y a des disparus. Chloé se figea. Marie remarqua sa réaction. Sais-tu qu'il y a des années, une jeune fille a disparu alors qu'elle travaillait dans cette maison? Elle était jeune. Intelligente. Elle s'appelait Dahlia. On dit qu'elle savait des choses. Qu'elle avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle a disparu un jour. Ils ont dit qu'elle était partie avec un homme, mais elle n'était pas comme ça. Elle n'a pas laissé ses affaires. Elle n'a plus appelé. Elle n'a pas dit au revoir. Personne n'a enquêté. Penses-tu que quelqu'un enquêterait sur cette famille? Chloé ressentit un frisson. Elle se souvint de sa propre histoire, à quel point elle avait été proche de devenir une autre Dahlia. Une lettre, une trahison, un silence et plus rien. Cette même semaine, lors d'un déjeuner, elle entendit 2 cadres parler à voix basse dans la salle commune. Ils mentionnaient un don de plusieurs millions qui n'apparaissait pas dans les rapports publics. Un virement effectué depuis un compte dans un paradis fiscal vers une fondation médicale qui n'avait jamais rien construit. Chloé le nota. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de survie. Elle décida de chercher des réponses ailleurs. Quelqu'un qui en savait plus. Quelqu'un proche de la famille, de l'intérieur. Elle se souvint d'une histoire que sa mère lui avait racontée quand elle était enfant. Autrefois, dans sa jeunesse, Valérie avait travaillé au nettoyage d'une petite église romane de campagne où la famille Saint-Maurice allait souvent se confesser. Elle disait, le prêtre est un homme droit, discret, mais il sait des choses. Après avoir interrogé plusieurs églises, elle trouva ce qu'elle cherchait. Il s'appelait Père Jean. Un vieil homme à la barbe blanche et aux mains tremblantes. Il servait dans une petite église oubliée du centre. Chloé attendit la fin de la messe avant d'approcher. Vous souvenez-vous de la famille Saint-Maurice? Plus que je ne le voudrais. J'ai besoin de connaître la vérité. Le prêtre la fixa longuement. Puis il l'invita à entrer dans son bureau. Qui es-tu? Je suis l'une de celles à qui l'on a volé la vie. Une vie détruite par cette famille. Le prêtre soupira. J'étais jeune quand je les ai rencontrés. Le père de Monique était un homme puissant. Mais sa fille a surpassé tout le monde. Elle a vite appris que la charité donne du prestige, mais que la manipulation donne le vrai pouvoir. Que cache-t-il? Bien plus que tu ne l'imagines. Faux documents, adoption sans consentement, disparition cachée. Ils ont des connexions dans les tribunaux, les cliniques privées, les médias, ils contrôlent tout. Et Lucas? Le prêtre se tut. Que savez-vous de lui? Chloé, tu ne sais pas qui tu combats, mon enfant. Ils ne font pas que détruire des vies. Ils les enterrent. J'ai besoin de connaître la vérité. Tout. Père Jean prit une boîte en bois sur l'étagère. À l'intérieur, de vieilles photos, des lettres et un certificat de décès. Chloé reconnut un visage, une jeune femme à la peau mate, aux grands yeux et aux vêtements simples. En bas, écrit à la main, Sandrine Bernard. Qui est Sandrine? Elle a été femme de ménage au manoir de Monique il y a plus de 20 ans. Elle est morte dans des circonstances suspectes. Officiellement, c'était un accident domestique, mais il y avait autre chose. Elle avait un fils qui a été illégalement adopté. L'enfant a grandi en croyant faire partie de cette famille. Ils l'ont élevé comme l'un des leurs. Il n'a jamais su la vérité.
Le fils de Sandrine. Le prêtre hocha la tête. Il s'appelle Lucas. Chloé sentit une boule dans son estomac. Tout tournait dans son esprit. Chaque geste de Madame Monique. Chaque phrase. Chaque silence, le mépris constant pour les pauvres. Maintenant, cela avait du sens. Elle avait élevé le fils de l'une de ses domestiques comme le sien, non par amour, mais par commodité, pour l'image, pour le pouvoir. Le sait-il? Non. Ou il ne le savait pas quand je l'ai appris. S'il l'a découvert, il ne l'a pas encore rendu public. Pourquoi m'aidez-vous maintenant? Parce que le silence est aussi une forme de péché. Et j'en ai trop porté. Chloé sortit de l'église avec les papiers dans son sac à dos. Son cœur battait la chamade. Sa colère était contenue. Lucas n'était pas seulement une pièce du jeu. Il était aussi une victime, comme elle, comme Sandrine, comme tant d'autres. De retour à la pension, elle s'enferma dans sa chambre et étala tout sur le lit. Documents, photos, noms, dates, connexions. Le puzzle commençait à se former. Elle savait qu'approcher Lucas était dangereux. Mais c'était aussi nécessaire si elle voulait la vérité, elle devait être prête à l'accepter. Car certaines vérités ne font pas que blesser. Elles détruisent aussi tout ce en quoi on croit, et ce qui allait arriver ne laisserait personne indemne, même pas elle, car quand on commence à creuser dans la boue, on ne sait pas quel monstre on peut réveiller. Et celui de la famille Saint-Maurice dormait depuis longtemps. Il était temps que quelqu'un le regarde dans les yeux. Même si le prix à payer était l'âme. Même s'il n'y avait plus rien à sauver. Car parfois, la justice s'habille d'ombre et ne demande pas la permission d'entrer. Elle attaque et détruit, c'est tout. La pluie tombait fort sur les toits de la ville. Les lumières des immeubles clignotaient au loin, tandis que le vent emportait des papiers oubliés dans les rues désertes. Chloé marchait sur le trottoir, capuche sur la tête et écouteurs éteints. Elle n'écoutait pas de musique. Elle avait juste besoin de s'isoler. Chaque pas la rapprochait du moment redouté et désiré des retrouvailles. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle était sortie de l'église avec les preuves dans son sac à dos. Le nom de Sandrine Bernard continuait de résonner dans son esprit. Sandrine était la mère de Lucas. La femme enterrée comme un accident et effacée de la lignée familiale, comme si elle n'avait jamais existé. La femme volée de son enfant pour en faire une pièce de musée. La rencontre ne fut pas accidentelle. Ou c'est ce qu'elle pensait. Elle entra dans une librairie pour chercher un nouveau carnet. L'ancien était plein de notes, de dates, de noms et d'itinéraires. Elle l'avait lu tant de fois que les pages se détachaient. Et lorsqu'elle tourna dans l'allée centrale, elle le vit. Lucas était devant la section histoire. Il portait un polo bleu foncé, un jean et une veste simple. Il avait des cernes, les cheveux plus courts, les mains dans les poches. Il semblait plus maigre, plus fatigué. Mais c'était toujours lui. Chloé se figea. Sa première pensée fut de faire demi-tour et de partir. Mais elle ne le fit pas, quelque chose la retint. Pas la nostalgie, pas l'amour. C'était le besoin de savoir s'il faisait partie de tout ça, ou s'il n'était qu'une victime. Et la seule façon de savoir était de regarder ses yeux. De voir sa réaction. Elle marcha doucement, jusqu'à ce qu'ils soient à moins d'1 mètre l'un de l'autre. « C'est lourd à lire, ce livre, » dit-elle, pointant l'ouvrage qu'il tenait. Il leva les yeux, semblant ailleurs. Il fallut quelques secondes avant qu'il ne fixe son visage. « Est-ce que je vous connais ? » ?»« Non. Mais j'ai bon goût en littérature. » Lucas sourit avec politesse, semblant ne pas la reconnaître. Chloé attendit. Le silence entre eux était plein de tension. Puis elle parla. Plus par respect que par intérêt. « Vous aimez l'histoire. » »« Je m'intéresse à la façon dont les mensonges deviennent des vérités quand personne ne les remet en question. » Lucas fronça les sourcils. Il baissa le livre. « C'est une critique de mon choix. Plutôt une réflexion. Parfois, nous héritons de vérités que nous n'avons pas choisies. Et quand nous découvrons qu'elles sont fabriquées, il est trop tard pour les démolir. » Il y avait quelque chose dans son ton qui le troubla. Quelque chose de familier qu'il ne pouvait pas encore identifier. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Clara. »« Lucas. »« Je sais. » Il plissa les yeux. Chloé le fixa. Aucune hésitation dans sa voix ou son regard. « Nous nous sommes déjà vus. Dans des rêves peut-être. Ceux qui finissent en cauchemar. » Avant qu'il ne puisse parler, elle lui sourit froidement et partit. Cette nuit-là, Chloé n'écrivit qu'une seule phrase dans son nouveau carnet. Il ne sait pas encore qui il est, mais il va bientôt comprendre ce qu'il a perdu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une vie s'éteignit. Manon,
son ami de la fondation qui l'aidait à chercher des documents et à accéder aux fichiers que les autres ne devaient pas voir, fut retrouvé sans vie dans une ruelle. La police qualifia cela de vol. Le portefeuille avait été volé. Pas de témoins, personne n'avait rien entendu. Chloé l'apprit à la télévision dans le bistrot. Elle vit l'image floue du corps couvert d'un drap et sentit son monde s'effondrer à nouveau. Elle ne pouvait plus respirer. Elle s'enferma dans les toilettes et frappa le mur jusqu'à se blesser. Manon n'était pas seulement une alliée. Elle était la seule personne qui connaissait sa véritable identité, toute son histoire, qui la serrait dans ses bras quand elle se réveillait en criant la nuit. Et maintenant, elle était morte. La nouvelle fut brève. Une minute de silence à la fondation. Puis tout continua. Chloé ne pouvait pas continuer. Elle alla sur les lieux où elle avait été trouvée. Elle s'agenouilla sur le sol humide. Elle toucha la tache de sang qui n'avait pas encore été effacée. Elle ne dit rien. Elle ferma juste les yeux. « Je te promets que ta mort ne sera pas vaine, » murmura-t-elle. Et c'est là qu'elle sut qu'elle devait accélérer le plan. Elle ne pouvait plus attendre. Quelques jours passèrent, elle reçut un appel d'un numéro inconnu, la voisine de sa mère. Valérie avait fait un collapsus respiratoire. Elle était à l'hôpital et personne ne pouvait signer pour elle. Chloé ne voulait pas s'exposer. Elle savait que chaque pas pouvait la révéler, mais l'amour ne négocie pas toujours avec la peur. Elle prit le premier bus et arriva à l'hôpital ce soir-là. Valérie était en salle d'observation, connectée à une machine. Sa peau était pâle, ses mains froides. En la voyant, Chloé sentit que son courage n'était pas suffisant. Elle s'assit près d'elle, caressa son visage et l'appela d'une voix douce. « Maman, je suis là. » Valérie ouvrit péniblement les yeux. Elle la reconnut immédiatement. Elle sourit faiblement. « Je savais que tu étais vivante. »« Oui. Et je vivrai jusqu'à ce que tu guérisses. Tu n'as pas besoin de me venger. »« Ce n'est pas de la vengeance, maman. C'est la justice. Et pas seulement pour toi, pour tous. » La femme lui tint la main avec ses dernières forces. « Ne laisse pas la colère te changer. Ne deviens pas comme eux. » Chloé ne répondit pas. Elle l'étreignit simplement et jura silencieusement de ne pas s'arrêter. En sortant de l'hôpital, elle marcha sans direction jusqu'à ce que sa colère trouve un lieu, le manoir des Saint-Maurice. Elle le regarda depuis la colline. Les lumières étaient allumées, les rideaux fermés. Tout était encore pareil. Froid, intact, faux. Cette nuit-là, Lucas eut aussi sa propre révélation. En cherchant des documents dans le bureau de sa mère, il trouva un compartiment caché dans le vieux bureau. À l'intérieur, des photos, une femme souriante. Peau mate. Yeux tristes et un bébé dans les bras. Lucas sentit quelque chose se briser en lui. Il la fixa pendant plusieurs minutes. Il ne reconnut pas le visage de la femme, mais il reconnut ses propres yeux chez l'enfant. Avec les photos, une enveloppe contenant un testament daté de plusieurs années, signé par une personne qu'il ne connaissait pas. Le document certifiait que l'enfant, fils de Sandrine Bernard, devait être adopté par la famille Saint-Maurice pour protéger leur réputation. Tout s'arrêta dans son esprit. Il courut au salon. Il fit face à sa mère. « Qui est Sandrine Bernard ?» Madame Monique fut surprise. Elle essaya de changer de sujet. « Où as-tu trouvé ça ? Réponds-moi. Tu n'as pas le droit de savoir. Je suis son fils. » Madame Monique s'approcha. Les yeux en feu. « Tu n'aurais pas dû naître. Ta mère était une ordure. Comme la femme que tu voulais épouser. » La gifle arriva sans réfléchir. Lucas fut stupéfait. Sa mère le regardait avec une haine, comme si elle avait enfin retiré son masque. « Tu m'as menti toute ma vie, » dit-il d'une voix brisée. « Je t'ai sauvé. Je t'ai donné une vie que tu ne méritais pas, et c'est ainsi que tu me rembourses. » Lucas recula. « Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as volé. » Il sortit de la maison, en tenant la photo. Pour la première fois, il comprit ce que Chloé avait ressenti. Ce qu'elle avait perdu. Ce qu'on leur avait pris à tous les deux. Elle ne s'était pas seulement enfuie. Elle avait survécu au même mensonge qui l'enveloppait maintenant. Et maintenant, ils avaient tous les deux une vérité brûlante, une vérité douloureuse, une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Car lorsque le silence se brise, c'est avec du bruit, des larmes, du sang, et le prix de cette vérité commençait à peine à être exigé. Lucas ne retourna pas au manoir cette nuit-là. Il conduisit sans but. Son visage était encore chaud de la gifle. Mais ce qui faisait vraiment mal, c'était le reste, l'invisible, ce qui ne s'expliquait pas devant un miroir ou avec de la glace. Toute sa vie ressemblait à un mensonge élégamment raconté,
une histoire construite sur une fausse fondation qui craquait maintenant par le bas. Sandrine Bernard. Ce nom ne le quitta plus. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment toute trace d'elle avait été effacée. Comment il avait grandi en croyant faire partie d'une famille qui, en réalité, l'avait utilisé comme un simple accessoire. À l'aube, il gara la voiture devant un immeuble gris en banlieue. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Il frappa à la porte avec détermination. Personne ne répondit. Il frappa encore. « Clara, ouvre. Je sais que tu es là, ou quel que soit ton nom maintenant. » La porte s'ouvrit doucement. Chloé le regarda avec un visage sec. Pas de maquillage, pas d'expression. Elle portait un vieux t-shirt et avait toujours le crâne rasé. Elle ne cachait plus rien. « Alors tu sais, dit-elle sans émotion. Je sais des choses, pas tout, et tu es venu pour le reste. Je suis venue parce que je suis fatiguée de vivre sur une scène construite par d'autres. J'ai besoin de savoir ce qui est vrai dans ma vie et ce qui n'est qu'accessoire. » Chloé le laissa entrer. Elle ferma doucement la porte. Elle lui offrit du café froid qu'elle avait préparé plus tôt. Ils s'assirent face à face. Il y avait de la tension dans l'air. Mais il y avait aussi quelque chose de différent. Pas de réconciliation. Pas d'affection. Quelque chose d'autre. Une complicité forcée par la douleur. Ta mère n'a pas seulement bâti un empire avec des mensonges. C'était le début. Elle l'a soutenu avec des corps, des silences, des gens qui ont disparu pour que d'autres puissent feindre une vie parfaite. Elle lui montra les documents, les enregistrements, les photos, les contrats signés par des juges. Médecins, directeurs d'orphelinat, paiements cachés, fonds transférés de fondations vers des comptes à l'étranger. Tout était organisé, classifié, impossible à nier. Tu as obtenu tout ça toute seule. Non. J'ai eu de l'aide. Des gens qui ne sont plus là maintenant. Certains ont été achetés, d'autres effacés. Lucas déglutit. Chloé le regarda calmement. Elle ne cherchait pas son approbation. Elle voulait juste qu'il comprenne, qu'il saisisse l'ampleur. Il y a des noms de ministres ici, dit-elle. Si ça sort, tout explose. C'est ce que je veux. Pas par vengeance, mais pour toutes les vies qui n'ont pas pu parler, pour ceux qui restent silencieux. Ils restèrent silencieux quelques secondes, jusqu'à ce qu'il pose une question qu'il se posait depuis longtemps. Penses-tu que j'ai fait partie de ça? Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa attentivement. Non. Mais tu étais son bouclier, son fils parfait, son trophée. Il t'aimait parce que tu leur appartenais, pas pour qui tu étais vraiment. Et c'est ce qui a fait de toi une partie de leur façade. Lucas baissa la tête. Elle continua. Peu m'importe que tu aies été innocent ou complice. Ce qui m'importe maintenant, c'est ce que tu vas faire avec ça. Les jours passèrent et ils devinrent une équipe. Une équipe brisée. Oui. Mais fonctionnelle. Ils analysèrent les dossiers. Reconstruisirent les chronologies. Tracèrent les liens entre politiciens, cliniques privées et fondations avec des visages d'enfants souriants sur leur couverture. Ils commencèrent à contacter d'anciens employés. Certains ne répondaient pas. D'autres raccrochaient. Mais l'un d'eux accepta de parler. Il s'appelait Léo. Il avait travaillé comme technicien d'enregistrement dans les bureaux de la fondation. Il avait des vidéos, des enregistrements de réunions internes, des conversations qui n'auraient pas dû être enregistrées, mais qui, par routine, avaient été archivées. Lorsque Chloé et Lucas entendirent les enregistrements, ils eurent la nausée. Nous ne pouvons plus accepter d'enfants du Honduras. Le coût du transfert est plus élevé et nous avons déjà eu un scandale là-bas, disait une voix masculine, éhontée. Et les bébés de la clinique de Sandrine, nous avons déjà 3 familles en attente. Assignez-les simplement. Ils savent déjà quels documents préparer, répondit une autre. Il y avait des rires, des noms, des dates. Madame Monique était présente à certaines de ces réunions. Sa voix était ferme et élégante. Parlant d'ajustement comptable, de l'image publique, de comment continuer à créer un impact positif sur la communauté. Chloé était écœurée. Lucas couvrit son visage de ses 2 mains. Combien de vies sont derrière cette voix? Demanda-t-il. Pas de réponse. Ils commencèrent à faire fuiter des informations anonymement à des journalistes indépendants, à des militants, à des comptes de réseaux sociaux spécialisés dans l'exposition de la corruption. Les nouvelles explosèrent. Le côté sombre de la charité, réseau de trafic humain lié à 2 hauts fonctionnaires, documents divulgués. Révélation de corruption dans la justice et la médecine pour des adoptions illégales. Des fondations caritatives couvrant le blanchiment d'argent et la disparition de nouveau-nés.
Madame Monique commença à perdre le contrôle. Au début, elle nia tout. Elle publia des communiqués officiels, des déclarations préparées par son équipe juridique. Elle apparut dans des interviews jurant qu'elle n'avait rien à voir avec ces documents, que tout faisait partie d'une campagne contre elle. Mais les fichiers continuaient de sortir, les uns après les autres. Alors elle prit une autre décision, une décision désespérée. Elle fit rechercher Chloé non par des avocats, mais par des hommes de main. Un jeudi. Chloé marchait dans la rue avec un dossier d'information à remettre à un reporter. Une camionnette noire s'arrêta près d'elle. 2 hommes descendirent. L'un l'attrapa par le bras. L'autre lui chuchota à l'oreille de ne pas crier. Elle ne cria pas. Elle se battit. Elle se souvint de chaque leçon apprise, chaque coup pratiqué dans ce gymnase oublié. Elle utilisa son coude, son genou, sa colère. Elle mordit, frappa, courut. Elle s'échappa. Elle se cacha dans un magasin. S'enferma dans les toilettes. Elle appela Lucas. Sa voix tremblait, mais elle n'était pas brisée. Ils ont essayé de me prendre. Nous avons franchi la ligne. Il n'y a plus de retour en arrière. Lucas vint la chercher. Ils passèrent la nuit dans une chambre d'hôtel aux fenêtres fermées et téléphones éteints. S'il ne nous tue pas, dit-il, cela fera l'histoire. Je préfère ça plutôt que de mourir en faisant partie du silence. Le lendemain, le scandale atteignit un nouveau niveau. Un audio fut divulgué où Madame Monique parlait directement à un juge. Ils arrangeaient des verdicts. Échangeaient des faveurs. Les médias affluèrent au manoir. Hélicoptères, caméras, journalistes au portail. Madame Monique ne sortit pas. Ne répondit pas. Ne se montra pas. Cette nuit-là, elle s'enferma dans sa chambre. Prit des pilules, écrivit une lettre, mais quelqu'un la trouva avant qu'elle n'atteigne son but. Elle fut emmenée à l'hôpital. Elle survécut de justesse. La nouvelle se répandit sur toutes les chaînes. Madame Monique de Saint-Maurice tente de se suicider au milieu d'un scandale de corruption. Et lorsque la police arriva chez elle, ils la trouvèrent en chemise de nuit. Le maquillage coulé, le regard absent. Elle fut menottée devant les caméras. Embarquée dans une voiture de patrouille. Tout le pays la vit tomber. Lucas regarda la diffusion depuis le comptoir d'un café. Chloé était à côté de lui. Ils ne portèrent pas de toast. Ne s'étreignirent pas, ne célébrèrent pas. « Te sens-tu mieux » demanda-t-il. « Non, parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de ce qui a été fait, de ce qui a été permis, de ce que personne n'a remis en question. Et maintenant nous devons continuer. » Elle se leva. Laissa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, plus de documents, plus de noms, plus d'histoires. Ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une reconstruction, car lorsqu'un empire de mensonges s'effondre, la poussière ne retombe pas immédiatement. Elle couvre tout, salit tout, et ce n'est qu'après, quand elle disparaît, qu'on voit ce qui est vraiment resté debout. Et au milieu de ces ruines, Chloé ne cherchait pas la vengeance. Elle cherchait la dignité, la justice et la vérité. Même si c'était douloureux, même si c'était sale, même s'il ne restait rien à célébrer. Car il y a des victoires qui n'apportent pas d'applaudissements, mais seulement le silence et la paix. Enfin la paix. L'affaire explosa comme une bombe à retardement. Les médias continuèrent de diffuser des fragments d'enregistrements. Certains tentaient encore de protéger les personnes impliquées. D'autres, plus courageux, réclamaient une justice complète. Plusieurs juges démissionnèrent, quelques médecins disparurent. Les fondations liées furent fermées. Leurs comptes gelés. Il y eut des enquêtes ouvertes dans 3 pays. Mais au milieu de tout ce chaos, elle n'était plus au centre. Elle partit sans bruit. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, mais la vérité. Madame Monique fut condamnée. Pas pour tout ce qu'elle avait fait, la justice atteint rarement tous les recoins, mais c'était suffisant. Trafic d'influence, association de malfaiteurs, falsification de documents officiels. Le verdict l'enferma dans une cellule de la prison de la Santé pour prisonniers de haut profil. Une cellule solitaire, un lit en métal, pas de miroir. Chloé ne lui rendit pas visite. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne ressentait plus de colère. Elle ressentait autre chose. Quelque chose de plus profond, de l'indifférence. Elle ne voulait plus qu'elle souffre. Elle voulait qu'elle n'ait plus jamais de pouvoir. Le monde l'oublia et c'est ce qui arriva. Les mois passèrent, les caméras disparurent. Les nouvelles changèrent de focus. De nouveaux scandales remplacèrent les gros titres. La figure de Madame Monique se dissolvait comme de l'encre dans l'eau. Lucas ne retourna jamais dans cette maison.
Il vendit la propriété et fit don d'une partie de l'argent à une organisation qu'il fonda avec Chloé. Ils la nommèrent en l'honneur d'une femme dont presque personne ne se souvenait, Sandrine. La Fondation Sandrine, un refuge, un réseau d'aide juridique, psychologique et médicale pour les femmes réduites au silence. C'est là que travaillaient des bénévoles, des thérapeutes et d'anciens employés des fondations frauduleuses, qui voulaient maintenant corriger leur passé. Chloé n'accepta aucun poste de direction. Elle resta dans l'ombre, répondant aux appels, rédigeant des rapports, organisant des ateliers. Elle savait que son visage était encore reconnu, appelé « la mariée disparue » par certains, la voix qui a changé le système par d'autres, mais elle n'avait jamais voulu la célébrité. Seulement la vérité. Valérie, sa mère, passa ses derniers mois dans une clinique privée avec une fenêtre donnant sur le jardin. Chloé venait chaque matin. Elle apportait des livres, du pain frais et une vieille radio où jouaient des chansons françaises classiques. La maladie continua de s'aggraver. Il n'y avait pas de remède, mais il y avait de la dignité, et c'est ce qu'elle préserva de tout son cœur. Un après-midi, alors que le soleil entrait par la fenêtre et que l'odeur des gardénias flottait dans l'air, Valérie la regarda dans les yeux avec une affection que seules les mères connaissent. Elle caressa doucement sa joue. « Tu es devenue une vraie femme. J'ai appris ça de toi. N'oublie pas qui tu es. Quoi que dise le monde, je ne le ferai jamais. » Cette nuit-là, Valérie ferma les yeux avec un sourire. Pas de cris, pas de détresse, mais seulement le calme, comme si elle avait attendu ce moment pour partir en paix. Les funérailles furent privées. Quelques personnes, quelques fleurs, pas de photographes. Après l'enterrement, Chloé marcha seule vers la vieille maison où elle avait grandi. La façade était toujours la même, les murs s'écaillaient, le portail rouillait, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Elle s'assit sur les marches de l'entrée. Elle entendait les rires des enfants jouant dans la rue avec un vieux ballon. L'une d'elles s'approcha et montra sa poupée sans cheveux. Elle la prit avec précaution. La caressa avec amour. « Comment s'appelle-t-elle » ? « Elle n'a pas de nom, » répondit l'enfant. « Mais ce n'est pas grave. Elle est courageuse. » Chloé lui sourit. « Oui. Parfois, quand tu n'as rien, tu possèdes tout. » Elle rendit la poupée, se leva et continua de marcher. Les gens du hameau la saluaient sans un mot, juste un regard. Ils savaient qui elle était. Ils savaient ce qu'elle avait fait. Et c'était suffisant. Quelques jours passèrent, on l'invita à donner un discours lors d'un forum sur les droits de l'homme. Elle ne voulait pas. Elle n'était pas intéressée à parler de son histoire, mais quelque chose la poussa. Elle monta sur l'estrade vêtue de noir dans la salle polyvalente municipale. Pas d'ornement, pas de maquillage. L'auditorium était plein. Il y avait des caméras, un silence total. Elle s'approcha du micro. Regarda le public. Ne lut rien. Parla avec son cœur. Ils n'ont pas pris mes cheveux. Ils ont pris ma peur. Un murmure parcourut la salle. Personne n'osa interrompre. J'ai appris que la douleur ne s'efface pas avec la justice, mais elle se répare. J'ai appris que le silence peut être aussi cruel qu'un coup, que ne rien faire est aussi un choix. Et si nous ne parlons pas, ils nous enterreront avec les vérités que nous avons cachées. Quelqu'un pleura au dernier rang. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de limites et de ce qui se passe quand nous franchissons les nôtres pour protéger ceux que nous aimons. Parfois, cela signifie tout perdre. Mais il y a des pertes qui vous sauvent et il y a des vérités plus douloureuses que n'importe quelle punition. Elle s'arrêta. Elle regarda une vieille femme dans le public, les mains jointes. Elle pleurait silencieusement. Je n'ai pas cherché de héros. Je n'en suis pas une. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Et si cela a changé quelque chose, tout cela en valait la peine. Le public se leva. Les applaudissements furent longs et profonds. Elle descendit de l'estrade sans se retourner. Cette nuit-là, elle écrivit pour la dernière fois dans son carnet. Je n'ai pas gagné. J'ai juste décidé de ne pas me perdre. Lorsqu'elle ferma le carnet, elle sut qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait raconté la vérité. Elle avait obtenu justice, elle avait dit au revoir à sa mère. Et elle affrontait à nouveau le monde sans trembler. Elle marchait dans la rue pour rentrer chez elle lorsqu'elle vit une femme s'arrêter devant une peinture murale fraîchement peinte. C'était un portrait de Sandrine. En dessous, une phrase, « La vérité ne meurt pas. Elle attend simplement. » Chloé s'arrêta près d'elle. La femme la regarda. Ne dit rien. Hocha simplement la tête. Parfois, la reconnaissance la plus profonde est celle qui ne se dit pas. L'histoire de Chloé ne remplit pas les gros titres longtemps, le pays changea de scandale. Les réseaux sociaux oublièrent.
Mais dans les orphelinats, dans les tribunaux, dans les hameaux silencieux où l'on a encore peur de parler, son nom continue de flotter, non comme un symbole, mais comme un exemple. Car la vengeance peut détruire, mais la vérité libère. Et dans un monde plein de masques, le silence crie aussi. Quand vous l'entendez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le seul choix qui reste est de se taire ou de se réveiller. Elle a choisi de se réveiller et ne s'est plus jamais rendormie. Beaucoup de gens vivent une situation similaire. Nous espérons que sa voix vive en vous. Partagez cette histoire et faites partie du changement. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Et si vous avez vécu une situation similaire de tromperie, je serais ravie que vous partagiez votre précieuse opinion. N'oubliez pas de dire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Ce serait un grand honneur si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou de la famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire incroyable qui apparaîtra sur votre écran maintenant. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour vous.